Antime Moulet, ce nom ne vous parle peut-être pas, et pourtant, cette entreprise est spécialisée depuis près de 100 ans dans la fabrique de cravates et de nœuds papillons. Des accessoires de mode pour certains, mais bien plus pour la famille Vignas. On a la 3e génération dans la famille. Mon père est arrivé dans l'entreprise il y a à peu près 60 ans, 50 ans on va dire, en tant que coupeur de soie, immigré d'Espagne. Et il a repris l'entreprise en gravissant les échelons pour après la transmettre à mon frère. Et maintenant, on est mon frère et moi dans l'entreprise. On se couche en pensant à l'entreprise, on se lève en pensant à l'entreprise et la journée, on pense aux cravates, tout le temps. La cravate, c'est notre vie. Ici, vous avez les cravates qui sont coupées en attente d'être assemblées. Vous avez sur une cravate, vous avez 3 parties, le grand pan, le petit pan et le collier. Dior, Cheruti ou encore Lanvin, cette société française a su s'entourer de marques de renom. En moyenne, entre 400 et 500 000 cravates sortent chaque année de ces ateliers. Notre savoir-faire est reconnu. On est une entreprise labellisée patrimoine vivant. Et du coup, ça nous permet de démarcher des marchés qui sont, on va dire, friands du Made in France, comme le Japon, où on est un des plus grands fournisseurs de cravates exportation au Japon. Vendu au Japon, en Espagne ou encore en France, cet accessoire de mode exige un savoir-faire unique et traditionnel. Derrière chaque pièce, 80 petites mains travailleuses se répartissent les étapes de fabrication. Parmi elles, Blandine, employée chez Antime Moulet depuis 18 ans, s'occupe de la préparation des doublures de cravates. Je connais les étapes, surtout qu'avant je travaillais dans un autre atelier, l'atelier montage, où donc je connais les étapes du montage de la cravate. Je ne connais pas les étapes de finition. Mais oui, la cravate n'a plus beaucoup de secrets pour moi, c'est vrai. Pour les amateurs de cravates et de nœuds papillons, il sera bientôt possible de se procurer ces accessoires de mode directement sur le site internet de l'entreprise. Les enfants viendront ici danser, alors ils ne verront plus les animaux et les momies. Les mammouths sont partis depuis bien longtemps, mais bientôt ce sont d'autres poids lourds qui devraient occuper cet espace. Fermé depuis 2007, le Muséum d'histoire naturelle de Lyon va bientôt être reconverti en atelier de la danse, un projet qui aboutit après avoir été repoussé à plusieurs reprises. Une belle manière de conserver et de préserver un bâtiment, c'est de lui trouver un nouvel usage. C'est un principe de patrimoine majeur. Donc voilà. Un atelier de la danse ici, l'installation du service d'archéologie de la ville qui aura du coup une grande visibilité, c'est un service majeur. Voilà, nous avons trouvé ces pistes, il a fallu maturer. L'ancienne grande salle d'exposition sera ainsi transformée en pôle de création. 2 studios de répétition destinés aux amateurs et aux professionnels seront également créés. C'était l'outil qui manquait pour avoir vraiment cette dimension de capitale mondiale de la danse ou vraiment à un niveau international. Quand un festival ou une maison n'a pas de lieu pour faire travailler les artistes, pour qu'ils soient présents aussi à Lyon, c'était une vraie omission. Bâtiment classé, la structure du musée Guimet sera donc préservée. L'idée, c'est évidemment de garder l'esprit du bâtiment, de conserver le maximum des traces de l'ancien palais Guimet, que ce soit ici toute la rambarde qui est en périphérie de la coursive, toute la modénature du plafond avec la corniche et puis évidemment la verrière. Coût des travaux 26 millions d'euros, l'ouverture est prévue en 2021. Des murs qui s'effritent, des escaliers qui s'affaissent, un plancher qui s'effondre. Resté porte close pendant plus d'une décennie, le manoir Champollion s'est transformé en une véritable ruine. Mais la demeure familiale de l'égyptologue devrait bientôt renaître de ses cendres. Le département, propriétaire du domaine depuis 2001, projette d'en faire un musée. Ça sera le 11e musée du département de l'Isère et un musée consacré donc à la famille Champollion, aussi bien au plus jeune des 2 frères, c'est-à-dire Jean-François Champollion, qui était le déchiffreur en quelque sorte donc des hiéroglyphes, et puis donc également son frère donc Jacques-Joseph, avec 2 lieux importants donc pour les expositions. La maison qui servira pour les expositions permanentes. Sur une autre partie, là où il y avait les dépendances de la maison, donc il y aura un espace d'exposition temporaire.
Une conservatrice a déjà été recrutée, le projet scientifique et culturel est en cours d'élaboration. Une attention particulière sera apportée à la scénographie. Le mobilier, les tableaux et les objets d'art seront répartis sur les 3 niveaux de la bâtisse de 300 mètres carrés. Des espaces de restitution et d'exposition qui permettront aux visiteurs de s'immerger dans la vie de Champollion et l'égyptologie du 19e siècle. Mais plus qu'un musée, ce site permettra au territoire de rayonner bien au-delà de ses frontières. Ce que ces deux personnages, ces deux frères ont fait, et notamment le plus jeune, c'est absolument extraordinaire parce que Champollion, il attire des gens, non pas uniquement de l'Isère, de France, d'Europe, mais du monde entier. C'est un facteur énorme de développement économique sur ce territoire, au sud de l'agglomération de Grenoble. Les travaux seront lancés en décembre 2018. Ils devraient durer entre 15 et 18 mois. Le parc de 2,5 hectares sera lui aussi réaménagé et ouvert au public. Montant de l'opération, 4,5 millions d'euros. Après une traversée du désert de plus de 20 ans, le musée Champollion devrait enfin ouvrir ses portes à vif à l'été 2020. Vu de l'extérieur, on est loin de l'image du chalet. Mais cette maison est bien faite en ossature bois. Plusieurs techniques de construction ont été associées pour prétendre au label Maison Passive. L'exposition Plein Sud, le chauffe-eau solaire, le triple vitrage et l'aération double flux permettent de garder cette maison de 144 mètres carrés à une température entre 20 et 25 degrés toute l'année. Une révolution pour les propriétaires. On avait le chauffage au bois et à la cheminée dans l'autre maison. On avait froid, il fallait allumer le poêle. Enfin bon, c'était compliqué, c'était contraignant. Du coup, on a l'impression d'être dans une grande liberté ici. On a gagné en tout, en lumière, en confort. Ouais, on est bien. Une maison qui fait aussi du bien au porte-monnaie. Les propriétaires ont oublié leur facture de chauffage. Ici, un poêle vient en complément, mais avec seulement 3 utilisations en 3 ans, il fait plus office de décoration. La maison consomme moins de 15 kWh par an. À titre de comparaison, une maison traditionnelle consommerait entre 35 et 50 kWh par an. Mais pour faire des économies après, il faut investir plus. Alors quand on tend vers la maison performante, on peut avoir évidemment un surcoût, mais qui maintenant est un surcoût qui est de plus en plus léger. Le delta est de plus en plus réduit entre la construction traditionnelle maçonnée et la construction en bois. Et par contre, plus on a un bâtiment qui est performant, plus on va être gagnant en fait sur toute le volet énergie dans la maison. Donc d'un point de vue chauffage, on est très performant, quoi. Les projets de maisons individuelles en bois fleurissent dans la Loire. Le nombre de constructions est passé de 4% dans les années 2000 à 15% aujourd'hui. La filière bois représente près de 7000 emplois sur notre département. Elle est bleue et blanche et fait sa première sortie. L'AOP du Bleu d'Auvergne inaugurait cette semaine un support de communication plutôt original, une montgolfière aux couleurs du fromage auvergnat. Autour de tout cela, une actualité, la zone du Bleu d'Auvergne a changé de périmètre pour se recentrer sur la zone de montagne du Puy-de-Dôme et sur le Cantal. En fait, on nous a demandé d'apporter un peu plus de crédibilité à notre cahier des charges et à notre AOP. Donc il fallait recentrer cette zone qui en fait était à l'origine très étendue. Le Bleu d'Auvergne, c'est un fromage pâte persillée, donc c'est un fromage bleu qui est assez emblématique du territoire parce qu'il porte le nom de la région Auvergne, donc ce qui est une chance. C'est pour ça aussi qu'on veut vous faire découvrir le territoire sur lequel il est fabriqué. Donc c'est un fromage qui est intense, qui est puissant, avec des textures très fondantes. Donc c'est un peu paradoxal, beaucoup de puissance, mais une texture tout en douceur. Donc c'est un fromage qui a plus de 100 ans d'existence, qui a été inventé très près d'ici, donc on a l'habitude de dire qu'il a été implanté dans un petit village à l'accueil par un monsieur qui a notamment tenté l'ensemencement du bleu, qui a favorisé la pousse de ce fameux bleu qui donne ce goût si particulier. La montgolfière a été acquise pour 5 ans et devrait servir pour des sorties événementielles. Donc c'est une montgolfière qui va tourner entre 80 et 100 vols tous les ans, sur entre 5 et 10 ans, en fonction de l'intensité qu'on aura. Et donc là, le but du jeu, c'est un outil de promotion du territoire et qui sera au service de la filière. Donc on fera gagner
à des professionnels de la filière, mais aussi via les réseaux sociaux, pour la presse exactement, pour faire découvrir notre beau territoire. À peine arrivé dans cette cour d'immeuble, il suffit d'inspirer pour sentir l'odeur de la cire chaude qui scelle la bouteille de rhum. Il ne faut surtout pas se brûler parce que c'est très très chaud. Depuis lundi, le rhum coule à flot dans ce garage d'à peine 30 mètres carrés. 3 fûts de 200 litres en provenance de la Martinique sont en train d'être mis en bouteille. Là, on est en train d'embouteiller, de mettre à niveau les bouteilles et faire une première filtration pour enlever juste les petites particules de bois qui pourrait y avoir dans le tonneau. Voilà, pour avoir à la fin un produit fin et très clair, sans particules. D'ici jeudi, plus de 700 bouteilles de ce rhum de qualité sortiront de ce garage pour rejoindre les étagères des cavistes de la région et d'ailleurs, mais aussi les bars, des restaurants. Ce rhum de plus de 5 ans d'âge n'est pas arrivé là par hasard. La distillerie La Favorite, basée à Sainte-Anne, a choisi de travailler avec les Frères de la Côte, originaires de Saint-Étienne, mais surtout capitaine du Tres-en-Bresse, une goélette qui transporte du fret transatlantique à la force du vent. C'est les premiers rhums qu'on envoie par ce bateau Tres-en-Bresse, qui est un vieux gréement qui a plus de 100 ans. Et effectivement, on a vraiment voulu faire un transport très écologique. Et donc on a envoyé ces 3 fûts de rhum par ce bateau qui a vraiment aucune empreinte carbone. Le voilier a quitté la Martinique en janvier dernier, un voyage écologique de plus de 6 mois, durant lequel le rhum s'est bonifié. On a pu faire la différence avec ce rhum qui a pas voyagé, qui a voyagé en avion. C'est les mêmes 5 ans d'âge. Celui-ci a voyagé en avion et celui-ci a fait 6 mois en mer. Et quand on fait les tests comparatifs, il s'est passé quelque chose, on trouve. C'est le mouvement du bateau sur la mer qui va suroxygéner le rhum et donc le faire vieillir plus que la normale. Cette cuvée de prestige ne représente qu'1 à 2% de la production de la distillerie. Il faut compter environ 70 € pour une bouteille de 70 centilitres.